La voiture de Guillaume n'était pas sur le parking de l'église. Je sentais mon cœur battre sous la dentelle de ma robe. Mes mains tremblaient en tenant le bouquet de pivoine blanche que j'avais choisi avec tant de soin chez le fleuriste de la rue Mercière. Les invités chuchotaient derrière leur missel dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, leur regard oscillant entre compassion et curiosité malsaine. 3 heures. 3 heures que j'attendais devant cet autel, sous le regard de plus en plus embarrassé du père Antoine. Ma robe pronuptia pesait lourd sur mes épaules. Le voile en tulle s'accrochait à mes cheveux défaits par la nervosité. Les 150 invités s'agitaient sur les bancs en chêne ciré, leur murmure résonnant sous les voûtes gothiques comme un bourdonnement d'abeilles inquiètes. Élise, ma petite. Le père Antoine s'approcha, ses mains ridées se posant doucement sur mon bras. Peut-être devrions-nous attendre encore un peu? J'acquiesçai en silence, incapable de prononcer un mot. Mon téléphone vibrait sans cesse dans la pochette de Camille, ma témoin, mais c'étaient tous des messages d'inquiétude de nos amis. Celui de Guillaume basculait directement sur sa messagerie depuis ce matin. Sa voix enjouée, « Salut, c'est Guillaume, laissez-moi un message », me narguait à chaque tentative. Maman était assise au premier rang, élégante dans son tailleur Chanel bleu marine, ses cheveux châtains impeccablement coiffés chez Jean-Marc, son coiffeur de Villefranche-sur-Saône. Elle tamponnait délicatement ses yeux avec un mouchoir brodé, jouant parfaitement son rôle de mère affligée. Marguerite Moreau, 55 ans, veuve depuis 8 ans, ancienne institutrice respectée de tous. La femme que j'admirais le plus au monde. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », murmura-t-elle en se levant pour me rejoindre. « Guillaume a peut-être eu un contretemps. Tu sais comme il est perfectionniste. » Ses doigts caressèrent ma joue avec cette tendresse maternelle qui me rassurait depuis l'enfance. Elle sentait son parfum habituel, l'air du temps de Nina Ricci, mélangé à cette odeur de craie qui ne l'avait jamais quittée malgré sa retraite. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré différemment. Un message d'un numéro inconnu. Mon sang s'est glacé quand j'ai ouvert la notification. Une photo. Guillaume au volant de sa BMW gris métallisé, un sourire détendu aux lèvres, ses cheveux bruns ébouriffés par le vent de l'autoroute. Mais ce n'était pas ça le plus choquant. Sur le siège passager, une main aux ongles vernis de rouge bordeaux, ce vernis que maman portait toujours, posé avec une familiarité troublante sur la cuisse de mon fiancé. Mes jambes ont failli se dérober. La photo était nette, prise visiblement depuis une autre voiture. On voyait parfaitement le profil de ma mère, ses boucles d'oreilles en perles que papa lui avait offertes pour leurs 20 ans de mariage. Son sourire, ce sourire que je ne lui avais jamais vu. Un second message est arrivé immédiatement. « Désolée ma chérie, j'ai trouvé mon véritable amour. Ta mère et moi partons refaire notre vie ensemble. Nous t'expliquerons plus tard. » Le bouquet de pivoine est tombé de mes mains, les fleurs blanches se répandant sur le marbre froid de l'église. Un silence de mort s'est abattu sur l'assemblée quand ils ont vu mon visage livide. Camille s'est précipitée vers moi, mais j'étais déjà ailleurs, perdue dans un vertige qui n'avait rien à voir avec l'émotion du mariage. « Élise, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tendu le téléphone d'une main tremblante. Son visage s'est décomposé en découvrant les messages. Camille, ma meilleure amie depuis le lycée Notre-Dame des Minimes, celle qui m'avait toujours mise en garde contre Guillaume sans que je l'écoute jamais. Le père Antoine a discrètement dispersé l'assemblée, expliquant qu'il y avait un empêchement de dernière minute. Les invités sont partis en chuchotant, certains compatissants, d'autres visiblement excités par ce scandale inattendu qui alimenterait les conversations lyonnaises pendant des mois. Mais moi, je restais là, dans cette robe de mariée qui me semblait soudain grotesque, fixant cette photo qui venait de faire exploser ma vie en 1000 éclats. Ma mère, Guillaume, ensemble. Avant de continuer cette histoire qui va vous bouleverser, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous écoutez mon témoignage et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits bouleversants. Dans les heures qui ont suivi, alors que je tentais encore de comprendre cette trahison, je me suis mise à repenser à tous ces détails que j'avais négligés, tous ces signes avant-coureurs que ma naïveté avait balayés d'un revers de main. Mais je ne savais pas encore que cette trahison durait depuis des mois. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Cette question me hante encore aujourd'hui, 18 mois plus tard. Mais à l'époque, j'étais cette fille de 32 ans qui croyait encore aux contes de fées, persuadée que l'amour maternel était pur et que l'homme de ma vie ne pouvait que m'être fidèle.
Guillaume Dubois était entré dans ma vie un jeudi soir de novembre 2019, lors d'une soirée organisée par Camille dans son appartement du 6e arrondissement. Expert comptable dans un cabinet réputé de la Pardieu, 35 ans, divorcé sans enfant, il avait ce charme discret des hommes qui réussissent sans en faire étalage. Ses yeux verts pétillaient quand il racontait ses voyages d'affaires, et sa façon de m'écouter parler de mon travail d'infirmière au CHU de Lyon me donnait l'impression d'être la femme la plus intéressante du monde. Dès notre 3e rendez-vous, j'avais eu envie de le présenter à maman. Marguerite vivait seule dans la maison familiale de Villefranche-sur-Saône depuis la mort de papa, et je passais la voir chaque dimanche, religieusement. C'était devenu notre rituel. Déjeuner sur la terrasse qui donnait sur son jardin de roses, puis thé et gâteau en évoquant ma semaine à l'hôpital. « Maman, j'aimerais te présenter quelqu'un. » Son visage s'était illuminé d'un sourire que je croyais maternel. Marguerite Moreau avait toujours été une belle femme. À 55 ans, elle conservait cette élégance naturelle des institutrices d'autrefois, ses cheveux châtains toujours impeccables, sa silhouette préservée par des années de marche dans les vignobles beaujolais. Veuve depuis 8 ans, elle prétendait n'avoir aucune envie de se recaser et se consacrait entièrement à sa fille unique. Guillaume était venu dîner chez elle un dimanche de décembre. Je revois encore cette soirée avec une clarté douloureuse. Maman avait sorti sa plus belle vaisselle de Limoges, celle qu'elle réservait aux grandes occasions. Elle avait cuisiné un bœuf bourguignon dont l'odeur embaumait toute la maison, accompagné d'un Morgon 2017 que Guillaume avait apprécié avec des commentaires d'œnologue amateur. « Quelle femme extraordinaire !» m'avait-il dit sur le chemin du retour. « Tu as une chance incroyable d'avoir une mère comme ça. Elle est si vivante, si pétillante. » J'avais souri, fière et heureuse. Mon homme appréciait ma mère appréciait mon homme. Que demander de plus? Les dimanches suivants, Guillaume avait pris l'habitude de m'accompagner à Villefranche. Maman l'accueillait toujours avec cette chaleur particulière qu'elle réservait aux gens qu'elle aimait vraiment. Elle lui préparait son café exactement comme il l'aimait, serré, sans sucre, et se souvenait de tous les détails de ses anecdotes professionnelles. « Guillaume travaille trop », disait-elle en caressant affectueusement son bras. « Il faut que tu prennes mieux soin de lui, ma chérie. » Elle l'appelait déjà par son prénom, alors qu'elle avait mis des mois à tutoyer mes précédents petits amis. Leur conversation s'étoffait dimanche après dimanche, devenant de plus en plus complices. Ils parlaient littérature, maman avait toujours dévoré les romans, puis cinéma, puis philosophie. Des discussions d'adultes, comme elle disait en souriant. Peu à peu, j'avais commencé à me sentir exclue. Pas ouvertement, mais subtilement. Quand j'apportais le dessert, leur conversation s'interrompait une fraction de seconde, comme si j'arrivais au milieu d'une confidence. Quand je racontais ma journée à l'hôpital, Guillaume acquiesçait poliment, mais ses yeux dérivaient vers maman, qui l'écoutait avec cette intensité qu'elle avait toujours eue. « Tu ne trouves pas que ta mère est un peu envahissante ?» m'avait demandé Camille un soir, alors que nous buvions un verre sur les quais du Rhône. « Envahissante? Maman ?» J'avais éclaté de rire. « Elle est juste contente que j'ai trouvé quelqu'un de bien ?» Camille avait secoué la tête, ses boucles rousses dansant dans la brise d'automne. « Élise, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ta mère a toujours eu du mal avec tes copains. Là, c'est différent. Elle rayonne quand Guillaume est là. Et alors, c'est mal d'aimer le fiancé de sa fille? Le problème, c'est qu'elle ne le regarde pas comme le fiancé de sa fille. » J'avais balayé ses inquiétudes d'un geste agacé. Camille était célibataire depuis sa rupture avec Julien. Forcément, elle ne comprenait pas l'harmonie familiale. Maman avait toujours été protectrice. C'était normal qu'elle s'assure que Guillaume était digne de moi. Avec le recul, je réalise à quel point j'étais naïve. Tous les signaux étaient là, clignotant comme des alarmes que je refusais d'entendre. Maman connaissait par cœur l'emploi du temps de Guillaume. Elle savait quand il rentrait de voyage, quels clients il rencontrait, même ses préférences alimentaires jusque dans les moindres détails. « Guillaume n'aime pas le poisson le soir, ça lui donne des cauchemars », m'avait-elle dit un jour. Comment pouvait-elle connaître un détail aussi intime? Elle avait commencé à choisir nos vêtements pour les sorties. « Cette robe te va à ravir, ma chérie, mais peut-être qu'avec le foulard bleu. Guillaume adore le bleu. » Elle connaissait ses couleurs préférées, ses goûts vestimentaires, sa pointure de chaussures. Le plus troublant, c'était leur façon de communiquer. Des regards entendus pendant les repas, des sourires complices quand je quittais la pièce. Guillaume la consultait pour tout.
Le choix de notre appartement, nos projets de vacances, même la bague de fiançailles qu'il m'avait offerte. « Ta maman a un goût parfait », m'avait-il dit en glissant l'anneau à mon doigt. J'ai eu raison de demander son avis. Maman l'avait accompagné chez le bijoutier. Ils avaient passé l'après-midi ensemble à choisir ma bague de fiançailles. Et moi, comme une idiote, j'avais trouvé ça touchant. Elle avait aussi toutes mes informations personnelles. Mes mots de passe, mes codes bancaires, des copies de mes papiers d'identité pour les urgences. Maman était prévoyante. Maman s'inquiétait pour moi. Maman voulait pouvoir m'aider si quelque chose m'arrivait. Les dîners dominicaux s'étaient prolongés tard dans la soirée. Guillaume et elle discutaient pendant des heures dans le salon, moi assise entre eux comme un chaperon inutile. Leur conversation devenait de plus en plus intime, ponctuée de rires cristallins de maman et de cette attention particulière que Guillaume lui portait. « Vous formez un beau couple », avait plaisanté tante Sylvie lors du dernier réveillon de Noël. « On dirait que vous vous connaissez depuis toujours. » Guillaume et maman avaient échangé un regard que j'avais trouvé amusé sur le moment. Aujourd'hui, je comprends qu'il était complice. À la Saint-Valentin, Guillaume m'avait offert un week-end en amoureux à Annecy. Sauf que maman nous avait accompagnés. La pauvre, elle se sent si seule depuis la mort de votre père, m'avait-il expliqué. Et puis, elle connaît si bien la région. Nous avions pris 2 chambres à l'hôtel, mais je les retrouvais souvent ensemble sur la terrasse, buvant un café en tête-à-tête pendant que je dormais encore. Leurs voix murmuraient dans le petit matin, ponctuées de rires étouffés. Quand je les rejoignais, ils parlaient météo et programme de la journée. Au mois de mai, Guillaume avait emménagé dans notre appartement cours Lafayette. Maman venait nous rendre visite 2 fois par semaine, toujours avec un prétexte. Apporter des confitures maison, aider pour le ménage, nous cuisiner nos plats préférés. Elle restait dîner, puis prenait le thé, puis finalement Guillaume la raccompagnait chez elle vers 23 heures. « Tu ne veux pas que ta mère reste dormir ? Il est tard pour conduire », proposait-il régulièrement. Un soir de juin, je m'étais réveillée vers 2 heures du matin. Guillaume n'était pas dans le lit. Je l'avais trouvé sur le balcon, au téléphone, parlant à voix basse. Il avait raccroché précipitamment en me voyant. « Qui appelais-tu si tard ? » Un client américain, le décalage horaire, mais j'avais aperçu le nom sur l'écran avant qu'il le retourne. Marguerite. Ils se parlaient à 2 heures du matin. Ils avaient leurs petits secrets, leur conversation nocturne dont j'étais exclue. Aujourd'hui, je comprends qu'elle m'écartait méthodiquement de ma propre existence, tissant autour de Guillaume et d'elle-même une toile d'intimité dont j'étais l'intruse consentante. Mais à l'époque, j'appelais ça de l'amour familial. Le lendemain du mariage raté, je me suis réveillée dans le lit de Camille avec cette sensation horrible qu'on éprouve après un cauchemar, sauf que ce cauchemar était bien réel. Ma robe de mariée gisait froissée sur une chaise, témoin silencieux de l'humiliation de la veille. Mes yeux étaient gonflés par les larmes, ma gorge serrée par l'angoisse. Camille m'a apporté un café au lait dans sa cuisine baignée de soleil matinal. Dehors, Lyon s'éveillait normalement, indifférente à l'effondrement de ma vie. Les tramways circulaient sur les quais du Rhône, les gens partaient au travail, tout continuait comme si rien ne s'était passé. « Il faut que tu vérifies tes comptes, Élise. » La voix de Camille était douce mais ferme. Si Guillaume a pu faire ça, il a pu faire autre chose. J'ai ouvert l'application de la Banque Populaire sur mon téléphone d'une main tremblante. Notre compte joint affichait un solde qui m'a coupé le souffle. 127,43 €. 85 000 € évaporés. 4 années d'économie commune, mes primes d'infirmière, ses bonus de fin d'année, l'argent de la vente de la voiture de papa que maman m'avait donné, tout avait disparu. Les virements dataient d'hier matin, pendant que je me préparais pour le mariage. Pendant que je me maquillais en rêvant de notre future vie, Guillaume vidait méthodiquement nos comptes. Le dernier transfert avait été effectué à 11h15, exactement au moment où j'arrivais à l'église. Mais ce n'était que le début de la catastrophe. Un mail de la Banque lyonnaise de crédit m'informait qu'un prêt personnel de 15 000 € venait d'être débloqué à mon nom, puis un autre de la caisse d'épargne, 12 000 €, et un troisième du crédit mutuel, 18 000 €. 45 000 € de dettes que je n'avais jamais contractées, avec ma signature apparemment authentique sur tous les documents. Comment c'est possible ? J'étais effondrée sur le canapé de Camille, les relevés bancaires éparpillés autour de moi comme des preuves accablantes de ma naïveté. Ta mère avait accès à tes papiers, non ? C'était vrai. Maman conservait des copies de tous mes documents, au cas où.
Ma carte d'identité, mon passeport, mes relevés bancaires, mes bulletins de salaire. Pour t'aider en cas d'urgence, ma chérie. Elle connaissait mes mots de passe, mes codes secrets, même mon numéro de sécurité sociale par cœur. L'appartement que Guillaume et moi avions loué, cours Lafayette, était au nom de ma mère. C'est plus simple fiscalement, avait-elle expliqué. Et puis, avec mon ancienneté locative, nous aurons plus facilement le dossier accepté. Le bail était signé par Marguerite Moreau, les cautions versées depuis son compte. J'ai appelé l'agence immobilière. Madame Durand, notre gestionnaire, m'a annoncé avec embarras que le préavis de départ avait été donné hier par la locataire officielle. Madame Moreau nous a expliqué que vous ne pourriez plus assumer le loyer. Elle récupère ses affaires demain. Mes affaires. Guillaume récupérait mes affaires avec ma mère depuis mon appartement, dont je n'étais même pas officiellement locataire. Camille m'a emmené au commissariat du 3e arrondissement déposer plainte. Le brigadier-chef Moreau, qui portait ironiquement le même nom que ma mère, a pris ma déposition avec ce mélange de compassion et de scepticisme qu'ont souvent les policiers face aux histoires familiales compliquées. Madame, comprendre. Votre mère et votre fiancé, c'est particulier comme situation. Vous êtes sûre qu'il n'y a pas eu malentendu? Malentendu. Comme si on pouvait mal comprendre une photo de sa mère caressant la cuisse de son fiancé sur l'autoroute du Soleil. J'ai montré les relevés bancaires, les contrats de prêts frauduleux, les virements effectués à mon insu. Le policier notait tout consciencieusement, mais son regard disait clairement qu'il avait déjà vu des histoires de famille plus tordues. En sortant du commissariat, j'ai reçu un appel de Maître Dubois, un avocat spécialisé en droit de la famille que Camille avait contacté. Sa voix était assurée, professionnelle. « Mademoiselle Moreau, votre amie m'a expliqué votre situation. Il faut agir vite. Pouvez-vous venir à mon cabinet cet après-midi ?» Son bureau donnait sur la place Bellecour, avec vue sur la statue de Louis XIV et les façades ocre qui font la beauté de Lyon. Maître Dubois était un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, costume impeccable, qui m'a reçu avec cette bienveillance ferme des avocats habitués aux drames humains. Première chose, nous allons faire opposition sur tous vos comptes et cartes bancaires. Deuxième chose, vous allez porter plainte pour usurpation d'identité et escroquerie. Troisième chose, nous allons demander le gel des avoirs de votre mère et de Monsieur Dubois. Il a sorti un dictaphone et commencé à enregistrer mon témoignage. Chaque détail comptait, les signatures falsifiées, l'accès à mes données personnelles, les virements suspects, la complicité évidente entre Guillaume et maman. Avez-vous des preuves de leur relation? J'ai montré la photo reçue la veille, les messages, mais aussi toutes ces petites choses que j'avais négligées, les appels nocturnes, les regards complices, leur intimité grandissante. Maître Dubois prenait des notes, son visage de plus en plus grave. « Mademoiselle, je vais être franc avec vous. Juridiquement, votre mère avait votre confiance et l'accès à vos informations. Ce sera difficile à prouver s'il n'y a pas eu contrainte. Mais les montants et la chronologie plaident en votre faveur. Le soir, je n'avais nulle part où aller. L'appartement était fermé, mes affaires confisquées, mes comptes bloqués. Camille m'a hébergée, mais l'impression d'être devenu un fardeau s'ajoutait à l'humiliation. C'est le père Antoine qui m'a sauvée. En apprenant ma situation, il m'a proposé la chambre d'amis du presbytère. L'église accueille les brebis perdues, ma petite Élise. C'est temporaire, le temps que vous vous retourniez. Cette première nuit dans le presbytère, allongée dans ce lit au drap blanc qui sentait la lavande, j'ai commencé à réaliser l'ampleur de la manipulation. Maman n'avait pas simplement volé mon fiancé. Elle avait méthodiquement organisé ma ruine financière, sociale et psychologique. Mais ce n'était que le début de ma descente aux enfers. Les jours suivants ont transformé ma vie en véritable cauchemar éveillé. Dès le lundi matin, l'histoire de mon mariage raté circulait déjà dans tout Lyon comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'étaient emparés du scandale avec cette voracité morbide qu'ont les gens pour les malheurs d'autrui. Au CHU de Lyon où je travaillais depuis 8 ans, l'atmosphère était devenue électrique. Dans les couloirs du service de cardiologie, mes collègues chuchotaient sur mon passage. Certaines m'adressaient des regards compatissants, d'autres affichaient cette curiosité malsaine qu'inspire un accident de voiture dont on ne peut détacher les yeux. C'est elle, la fille dont la mère a volé le fiancé, entendais-je murmurer derrière moi. Madame le Prince, la cadre de santé, m'a convoqué dans son bureau au mur beige, orné de diplômes officiels. Son regard était embarrassé. Ses mains tripotaient nerveusement un stylo. « Élise, je comprends que vous traversiez une période difficile,
Mais les patients et les familles commencent à jaser. Il faudrait peut-être envisager un congé maladie, le temps que les choses se tassent. Un congé maladie. Comme si j'étais malade d'avoir été trahie. Comme si ma souffrance était contagieuse et risquait de contaminer les couloirs aseptisés de l'hôpital. Mais le pire restait à venir. Le mercredi suivant, un huissier s'est présenté au presbytère avec une assignation en justice. Marguerite Moreau poursuivait sa propre fille pour diffamation, calomnie et atteinte à l'honneur. Elle réclamait 50 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral considérable causé par les accusations mensongères de sa fille déséquilibrée. J'ai lu et relu le document, incrédule. Maman retournait la situation, se présentant comme la victime d'une fille jalouse et mythomane. Dans sa plainte, elle expliquait que Guillaume et elle s'étaient épris l'un de l'autre naturellement, mais que j'avais mal réagi à cette relation entre adultes consentants et que j'inventais des histoires de manipulation et de vol pour me venger. Elle contre-attaque, m'a expliqué Maître Dubois lors de notre rendez-vous suivant. C'est une stratégie classique. En vous accusant de mensonges, elle espère décrédibiliser votre témoignage. La famille s'est divisée. Tante Marcelle, la sœur aînée de maman, m'a téléphoné pour me sermonner. « Élise, ma chérie, ta maman souffre énormément de tes accusations. Elle qui t'a tout donné. Comment peux-tu inventer des choses pareilles par jalousie ?» Mon cousin Bertrand a posté sur Facebook un message de soutien à tante Marguerite, femme formidable, calomniée par sa propre fille. Les commentaires pleuvaient, partagés entre ceux qui me soutenaient et ceux qui trouvaient dégoûtant qu'une fille puisse s'en prendre à sa mère comme ça. Oncle Raymond, le frère de papa, était venu me voir au presbytère. Ses yeux fatigués exprimaient une confusion douloureuse. « Élise, ma petite, je ne comprends pas. Ta mère, c'est une sainte. Depuis la mort de ton père, elle ne vit que pour toi. Comment elle aurait pu faire ça? Comment leur expliquer l'inexplicable? Comment décrire la manipulation subtile, les regards complices, l'exclusion progressive dont j'avais été victime? Mes mots sonnaient faibles face à l'image parfaite que maman avait construite pendant des années. Les nuits étaient moi les pires moments. Guillaume m'appelait régulièrement vers 3 heures du matin. Ivre, la voix pâteuse et agressive. « Tu détruis ta propre mère, Élise. Tu es malade, tu as besoin d'aide. Marguerite pleure tous les soirs à cause de toi. » Sa voix me glaçait le sang. Cet homme que j'avais aimé pendant 4 ans, avec qui j'avais planifié une vie entière, me parlait maintenant comme à une ennemie. Il défendait ma mère avec une passion qu'il n'avait jamais eue pour moi. « Guillaume, comment tu peux me faire ça? Nous deux, ça représentait quelque chose, non? Nous deux ?» Il ricanait amèrement. « Élise, j'ai découvert l'amour véritable avec ta mère. Toi, tu n'étais qu'une gamine qui jouait à la femme. Marguerite, c'est une vraie femme. Elle comprend les hommes. Elle sait ce qu'est la vraie sensualité. » Ces mots me transperçaient comme des lames. Il me comparait à ma propre mère et je perdais la comparaison dans tous les domaines. Selon lui, j'étais immature, frigide, ennuyeuse. Maman était tout ce que je n'étais pas, sophistiquée, séduisante, accomplie. J'ai commencé à enregistrer ses appels sur les conseils de Maître Dubois. Chaque conversation était une torture, mais elle constituerait des preuves précieuses pour le procès. Au presbytère, le père Antoine tentait de me réconforter avec sa sagesse de vieil homme habitué aux misères humaines. « Ma petite Élise, Dieu vous met à l'épreuve pour vous révéler votre vraie force. Votre mère et cet homme sont aveuglés par leur passion. La vérité finira par triompher. » Ces paroles me réchauffaient momentanément le cœur, mais la solitude revenait toujours, plus pesante. Mes amis se partageaient entre celles qui me soutenaient inconditionnellement, comme Camille, et celles qui préféraient ne pas prendre parti dans cette histoire de famille. Marie-Claire, une collègue avec qui j'étais proche, m'avait dit avec cette fausse bienveillance qui blesse plus que la méchanceté franche. « Tu sais, Élise, il faut parfois savoir pardonner. Ta maman a peut-être juste craqué après toutes ces années de solitude. Pardonner. » Ce mot revenait sans cesse, comme si la victime devait absoudre ses bourreaux pour retrouver la paix sociale. Comme si ma souffrance était moins importante que le confort moral de ceux qui ne voulaient pas choisir de camp. L'isolement se refermait sur moi comme un étau. Mes collègues m'évitaient, ma famille me jugeait, mes amis prenaient leur distance. Guillaume et maman avaient réussi leur coup de maître, me transformer en paria de ma propre existence. Certains soirs, allongé dans ce lit du presbytère en écoutant les cloches de Saint Jean-Baptiste sonner les heures, je me demandais si je n'étais pas en train de devenir folle.
Si cette version de l'histoire que maman racontait, fille déséquilibrée, jalouse et mythomane, n'était pas finalement la vraie. Mais les preuves s'accumulaient dans le dossier de Maître Dubois. Les relevés bancaires, les enregistrements, les témoignages, et surtout, cette détermination sourde qui montait en moi, cette rage froide qui remplaçait progressivement la tristesse. L'audience approchait, et j'ignorais encore que tante Sylvie détenait des secrets explosifs qui allaient tout faire basculer. Le matin du procès, je me suis réveillée dans le lit du presbytère avec cette sensation d'irréalité qu'on éprouve avant les grands bouleversements. Mes mains tremblaient en nouant le foulard de soie bleue que Camille m'avait prêté pour l'occasion. Maître Dubois m'avait conseillé de porter du bleu marine, couleur de la confiance et de la respectabilité. Comme si ma crédibilité dépendait de la teinte de mon tailleur. Le palais de justice de Lyon se dressait place Antonin Poncet dans toute sa majesté néoclassique. Ses colonnes de pierre blanche et ses sculptures allégoriques de la justice semblèrent me narguer. Quelle justice pouvait-il y avoir quand une mère trahit sa propre fille pour un homme? Camille m'accompagnait, ses cheveux roux brillant sous le soleil matinal d'octobre. Sa présence me rassurait, ancrage solide dans la tempête qui s'annonçait. Le père Antoine avait insisté pour venir témoigner, malgré mes protestations. « L'Église soutient les innocents », m'avait-il dit de sa voix grave. L'audience était prévue à 14h en salle numéro 3, au premier étage. Maître Dubois m'attendait dans le hall de marbre, impeccable dans son costume anthracite, sa robe d'avocat pliée sous le bras. Son regard expérimenté jaugeait déjà l'adversaire. « Ils sont arrivés », murmura-t-il en désignant l'escalier d'honneur. Mon cœur s'est arrêté. Maman descendait les marches au bras de Guillaume comme une mariée radieuse. Elle portait son tailleur Chanel bleu marine, celui qu'elle réservait aux grandes occasions, ses cheveux châtains impeccablement coiffés en chignon bas. Mais surtout, autour de son cou brillait le collier de perles de grand-mère, celui que papa lui avait offert pour leurs 20 ans de mariage. Mon héritage familial, qu'elle arborait comme un trophée. Guillaume l'escortait avec cette prévenance qu'il n'avait jamais eue pour moi. Costume gris perle, cravate assortie, il rayonnait de cette satisfaction des hommes qui ont trouvé leur place. Ses yeux verts balayèrent le hall et se posèrent sur moi avec un mélange de mépris et de pitié qui me glaça. Maître Bernard, l'avocat de maman, les rejoignit. Petit homme bedonnant aux cheveux blancs, spécialisé dans les affaires familiales délicates. Sa réputation était celle d'un manipulateur habile, capable de retourner les situations les plus compromises. L'huissier nous appela. La salle d'audience sentait l'encaustique et le bois ciré. Les bancs publics étaient bondés. Oncle Raymond était venu, ainsi que tante Marcelle, plusieurs cousins, quelques voisins de Villefranche attirés par le scandale. Maman avait mobilisé ses partisans comme une reine déchue, rassemblant sa cour. Le juge Morel, quinquagénaire aux tempes grisonnantes, prit place derrière son bureau surélevé. Son regard sévère balayait l'assemblée avec cette autorité tranquille des magistrats habitués aux drames humains. Le greffier ajustait son casque d'enregistrement. Les stylos se préparaient à noter chaque mot de cette tragédie familiale. L'audience est ouverte. Affaire Moreau contre Moreau. Maman s'était assise au premier rang. Guillaume à sa droite, leurs mains entrelacées de façon ostensible. Elle tamponnait délicatement ses yeux avec un mouchoir brodé, jouant déjà son rôle de mère meurtrie par l'ingratitude filiale. Maître Bernard se leva pour son plaidoyer d'ouverture. Sa voix onctueuse emplit la salle. « Monsieur le Président, nous sommes ici face au drame d'une mère exemplaire, veuve depuis 8 ans, qui a consacré sa vie à élever sa fille unique. Marguerite Moreau, ancienne institutrice respectée de tous, se voit aujourd'hui traînée dans la boue par cette même fille qu'elle a chérie. Il décrivait maman comme une sainte laïque, évoquant son dévouement maternel, sa solitude de veuve, sa générosité envers sa fille difficile et instable. Selon lui, Guillaume et elle s'étaient épris naturellement l'un de l'autre, mais j'avais mal supporté cette relation entre adultes consentants. Mes accusations de manipulation et de vol n'étaient que les élucubrations d'une jeune femme déséquilibrée par la jalousie. Le juge écoutait impassible, prenant quelques notes. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses yeux expérimentés observaient chaque détail. Maître Dubois se leva à son tour. Sa voix claire porta dans la salle silencieuse « Monsieur le Président, derrière cette façade respectable se cache une réalité bien plus sombre. Marguerite Moreau a orchestré pendant des mois une manipulation psychologique et financière d'une rare perversité envers sa propre fille.
Il commença méthodiquement à présenter les preuves. Les relevés bancaires projetés sur l'écran montraient les virements suspects, les comptes vidés, les prêts frauduleux. 85 000 € détournés le jour même du mariage, 45 000 € d'emprunts contractés avec de fausses signatures. Objection. Maître Bernard bondit. Ces documents peuvent être falsifiés. Les expertises bancaires confirment leur authenticité, répliqua calmement Maître Dubois. Puis vinrent les messages. Les SMS entre Guillaume et maman, datés de 8 mois avant le mariage, révélaient une intimité troublante. « Mon amour, vivement que nous soyons débarrassés de cette gamine », écrivait Guillaume. « Patience, mon chéri, encore quelques mois et nous serons libres », répondait Marguerite. Le visage de maman se décomposait progressivement. Ses larmes de crocodile se tarissaient face à l'évidence des preuves. Guillaume fixait le sol, ses mains tremblaient légèrement. « Ces messages sont sortis de leur contexte », protesta Maître Bernard. « Il s'agit de badinage entre adultes. » Maître Dubois sortit alors son arme absolue, l'enregistrement de l'appel nocturne de Guillaume. Sa voix pâteuse et agressive emplit la salle. « Élise, j'ai découvert l'amour véritable avec ta mère. Toi, tu n'étais qu'une gamine qui jouait à la femme. Marguerite, c'est une vraie femme. Elle comprend les hommes. Elle sait ce qu'est la vraie sensualité. » Un silence de mort s'abattit sur l'audience. Même les partisans de maman semblaient ébranlés par la cruauté de ces mots. Oncle Raymond secoua la tête, incrédule. Tante Marcelle regardait sa sœur avec des yeux ronds. Le juge Morel se pencha vers Guillaume. « Monsieur Dubois, confirmez-vous avoir tenu ces propos ?» Guillaume bafouilla, chercha ses mots, finit par acquiescer d'un signe de tête pitoyable. Sa prestance s'effritait minute après minute. « Et vous, Madame Moreau, que répondez-vous à ces accusations ?» Maman se leva, majestueuse malgré tout, et joua sa dernière carte. « Monsieur le Président, ma fille a toujours été particulière. Depuis la mort de son père, elle fait des crises, elle invente des histoires. Elle ne supporte pas de me voir heureuse avec Guillaume. Ces enregistrements, ces prétendues preuves, tout cela peut être manipulé de nos jours. » Sa voix vibrait d'une indignation qu'elle espérait convaincante. Elle pointait un doigt accusateur vers moi. « J'ai tout sacrifié pour cet enfant, et voilà comment elle me remercie, en inventant des mensonges pour détruire ma réputation. » Le père Antoine demanda la parole. Sa voix grave et posée porta témoignage. « Monsieur le Président, j'ai officié le mariage prévu. J'ai vu l'état de mademoiselle Moreau ce jour-là. Sa douleur était authentique, pas feinte. Et depuis, je l'héberge au presbytère. Son comportement n'a rien de déséquilibré. C'est une jeune femme brisée par une trahison innommable. » Camille témoigna ensuite de mes soupçons qu'elle avait tenté de me faire partager. Élise était aveuglée par l'amour filial. Moi, je voyais bien que Marguerite et Guillaume avaient une relation bizarre. Leur regard, leur complicité. Élise refusait de voir la vérité. Maître Dubois présenta enfin les photos compromettantes trouvées sur le téléphone de Guillaume. Images de lui et maman lors de week-ends soi-disant familiaux, leurs corps enlacés dans des positions qui n'avaient rien de maternel ou filial. Le juge examina chaque pièce avec attention. Son visage restait impassible, mais son regard se durcissait progressivement. « Madame Moreau, ces photographies semblent datées d'avant le mariage prévu de votre fille. Comment expliquez-vous cette intimité ?» Maman éclata. Sa façade de respectabilité vola en éclats. « Ma fille a toujours été une ratée, une petite infirmière sans envergure. Guillaume mérite mieux qu'une gamine immature. Moi, je sais ce qu'est l'amour, la vraie passion. » Ces mots résonnèrent dans la salle comme un aveu. Maître Bernard tentait désespérément de faire taire sa cliente, mais c'était trop tard. Le masque était tombé, révélant le vrai visage de Marguerite Moreau. Le juge ferma le dossier d'un geste sec. L'audience est suspendue. Le délibéré aura lieu. C'est à ce moment précis que les portes de la salle s'ouvrirent avec fracas. Une femme élégante d'une 60aine d'années fit irruption, tenant une chemise cartonnée serrée contre sa poitrine. Tante Sylvie, la sœur de maman que je n'avais pas vue depuis des années, avançait vers le juge d'un pas déterminé. « Monsieur le Président, j'ai des preuves capitales à verser au dossier. » L'entrée spectaculaire de tante Sylvie figea toute l'assistance. Cette femme que je n'avais pas revue depuis l'enterrement de papa se dressait maintenant dans la salle d'audience comme un ange vengeur. Ses cheveux blancs impeccablement coiffés, son tailleur noir strict, elle incarnait cette dignité bourgeoise que maman avait toujours enviée chez sa sœur aînée. « Sylvie !» Le cri de maman résonna dans la salle. Son visage était devenu livide,
Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je viens dire la vérité, Marguerite. Cette vérité que tu caches depuis trop longtemps. » Le juge Morel, intrigué par ce rebondissement inattendu, autorisa tante Sylvie à s'approcher. Elle posa sa chemise cartonnée sur le bureau et se tourna vers l'Assemblée d'une voix claire et ferme. « Monsieur le Président, ma sœur n'en est pas à son coup d'essai. En 1987, à Villefranche-sur-Saône, elle a déjà détruit un couple en séduisant le fiancé de notre cousine Mathilde. » Un murmure parcourut l'assistance. Maman s'affaissa sur son siège, Guillaume regardait autour de lui comme un animal pris au piège. Tante Sylvie ouvrit sa chemise et en sortit des photos jaunies, des lettres, des articles de journaux locaux. Mathilde Reynaud, notre cousine, devait épouser Pierre-Olivier en juin 1987. Marguerite était témoin. 15 jours avant le mariage, elle a séduit Pierre et ils sont partis ensemble en Espagne. Mathilde a fait une dépression nerveuse. Elle ne s'en est jamais remise. Elle présenta au juge une photo de mariage déchirée, montrant une jeune femme blonde en robe blanche à côté d'un homme brun qui ressemblait étrangement à Guillaume. Pierre était comptable, comme Monsieur Dubois. Marguerite a toujours eu un faible pour ce type d'homme. Maître Dubois examina les documents avec attention. Ces faits sont-ils avérés ? J'ai les témoignages des habitants de Villefranche de l'époque. Le scandale a duré des mois. Pierre a quitté Marguerite au bout d'1 an quand il a découvert qu'elle le trompait avec le maire de la commune. Maman tentait de protester, mais sa voix se brisait. C'est du passé, ça n'a rien à voir. Au contraire, cela établit un mode opératoire, intervint Maître Dubois. Madame Moreau récidive selon le même schéma. Mais tante Sylvie n'avait pas terminé. Elle sortit de sa chemise une enveloppe jaunâtre cachetée sur laquelle était écrite une adresse de notaire. « Il y a plus grave, Monsieur le Président. Ma sœur a menti sur les circonstances de la mort de son mari. » Le sang se glaça dans mes veines. Papa. Que savait tante Sylvie sur papa? Michel Moreau, le père d'Élise, ne s'est pas suicidé d'un infarctus comme l'a toujours prétendu sa femme. Il s'est donné la mort après avoir découvert les tromperies de Marguerite. L'enveloppe tremblait dans ses mains. Michel m'avait confié cette lettre en me demandant de ne l'ouvrir qu'en cas de nécessité absolue. Il pressentait que Marguerite tenterait de réécrire l'histoire. Le juge autorisa l'ouverture de la lettre. La voix de tante Sylvie chevrotait en lisant les derniers mots de papa. « Ma chère Sylvie, si vous lisez ces lignes, c'est que Marguerite aura encore fait du mal autour d'elle. Je ne peux plus supporter ces mensonges, ces manipulations, ces tromperies constantes. Je préfère partir que de voir ma fille grandir dans cette toxicité. Protéger Élise de sa mère. Elle en aura besoin un jour. » Signé Michel Moreau, 15 février 2015. Ma vision se brouilla. Papa savait. Papa avait tout compris depuis longtemps. Il était mort pour me protéger de maman et j'avais passé 8 ans à idolâtrer sa meurtrière. Maman hurlait maintenant. « C'est faux, Michel était malade, il délirait. Sylvie a toujours été jalouse de moi. » Mais Guillaume s'effondrait déjà. Face à l'ampleur des révélations, il craquait comme un vulgaire château de cartes. « Marguerite, tu ne m'avais jamais dit, pour ton mari, pour l'autre fois. Tais-toi !» siffla maman. Mais il était trop tard. Tante Sylvie enchaîna impitoyablement. « Monsieur le Président, j'ai d'autres éléments. Guillaume Dubois et ma sœur ont ouvert des comptes à l'étranger, en Suisse et au Luxembourg. L'argent volé à Élise a été transféré là-bas. » Elle présenta des relevés bancaires, des virements internationaux, des preuves d'évasion fiscale. Guillaume n'était pas seulement un homme faible, c'était un escroc professionnel qui détournait l'argent de ses clients depuis des années. Ses comptes contiennent plus de 2 millions d'euros, poursuivit tante Sylvie. Guillaume utilise sa comptabilité pour blanchir de l'argent sale. Marguerite l'aidait à recruter de nouvelles victimes. Le juge prenait des notes frénétiquement. Cette affaire familiale se transformait en scandale financier majeur. Guillaume et maman n'avaient pas seulement détruit ma vie. Ils étaient des criminels en col blanc. L'assistance était sous le choc. Oncle Raymond fixait sa belle-sœur avec dégoût. Tante Marcelle sanglotait dans son mouchoir. Les voisins de Villefranche chuchotaient entre eux, réalisant qu'ils avaient côtoyé des escrocs pendant des années. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda le juge à tante Sylvie. « Parce que Mathilde, notre cousine ruinée en 1987, travaille maintenant dans une banque suisse. Quand elle a vu les noms de Marguerite et Guillaume sur des virements suspects, elle a mené son enquête. Elle m'a tout révélé il y a 1 semaine. » La justice rattrapait enfin maman. 35 ans après sa première victime,
ces crimes remontaient à la surface, comme des cadavres dans un lac asséché. Maître Bernard tentait désespérément de limiter les dégâts. « Monsieur le Président, ces accusations sont graves, mais ne concernent pas directement l'affaire qui nous occupe. » « Au contraire, » trancha le juge. « Elles démontrent la personnalité de Madame Moreau et établissent la préméditation. » Pendant ce temps, à l'extérieur du tribunal, des journalistes commençaient à se rassembler. L'affaire filtrait déjà vers la presse locale. Une mère vole le fiancé de sa fille, allait faire les gros titres du Progrès de Lyon dès le lendemain. Guillaume tentait une dernière manœuvre désespérée. « Monsieur le Président, j'ai été manipulé par Marguerite. Elle m'a séduit, elle m'a entraîné dans ses combines. Je suis une victime. » Mais maman ne l'entendait pas de cette oreille. « Menteur, tu étais parfaitement consentant, tu rêvais de cet argent. » Ils se retournaient l'un contre l'autre comme des rats dans un navire qui coule. Leur belle histoire d'amour se transformait en règlement de compte sordide devant la justice. Le juge leva la séance. Au vu des éléments nouveaux, cette affaire dépasse largement le cadre civil. Je transmets le dossier au procureur de la République pour ouverture d'une enquête pénale. Concernant la plainte en diffamation, elle est évidemment rejetée. Madame Élise Moreau est entièrement blanchie. L'assistance explosa. Camille me serrait dans ses bras. Le père Antoine souriait de satisfaction. Oncle Raymond venait me présenter ses excuses. Tante Sylvie s'approcha de moi, les larmes aux yeux. « Ma petite Élise, ton père serait fier de toi. Tu as eu le courage qu'il n'a pas eu. » Pendant ce temps, Guillaume et maman étaient escortés par les forces de l'ordre. Leur compte allait être gelé, leur passeport confisqué. La Suisse et le Luxembourg coopéreraient pour rapatrier l'argent volé. En sortant du tribunal, j'ai croisé le regard de maman une dernière fois. Plus trace de la femme élégante et respectée du matin. Ses cheveux défaits, son maquillage coulé, elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Une manipulatrice démasquée. « Tu le regretteras, Élise, » cracha-t-elle. « Je reste ta mère. »« Non, » répondis-je calmement. « Ma mère est morte avec papa il y a 8 ans. » La justice allait enfin triompher, mais le plus dur restait à venir, me reconstruire après tant d'années de mensonges. Aujourd'hui, 18 mois après ce jour maudit à l'église Saint-Jean-Baptiste, j'écris ces lignes depuis mon appartement de la Croix-Rousse, face aux toits de Lyon qui s'étendent comme un océan de tuiles rouges. Par la fenêtre ouverte, j'entends les cloches de Notre-Dame de Fourvière qui sonnent 19 heures. Une nouvelle journée se termine, paisible et sereine, dans cette vie que j'ai patiemment reconstruite pierre par pierre. Mes cheveux sont roux maintenant. Cette couleur flamboyante que maman détestait, qu'elle qualifiait de vulgaire et criarde. Chaque matin, en me regardant dans le miroir de ma salle de bain au mur blanc, je souris à cette femme que je ne reconnais plus. Élise aux cheveux châtains, sage et obéissante, est morte le jour du mariage raté. À sa place est née une autre Élise, plus forte, plus libre, plus vraie. L'appartement n'est qu'un 2 pièces sous les toits, mais il est entièrement à moi. Mes meubles chinés aux puces du canal, mes livres rangés sur des étagères de bois brut, mes plantes vertes qui prospèrent sur le rebord des fenêtres. Pas de fantômes du passé, pas de souvenirs empoisonnés, juste l'odeur du café qui passe et des croissants que je vais chercher chaque dimanche chez Monsieur Garcin, le boulanger de la rue des Tables Claudiennes. La justice a suivi son cours avec cette lenteur implacable qui caractérise les tribunaux français. Guillaume purge actuellement une peine de 4 ans ferme à la maison d'arrêt de Corbas pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et blanchiment d'argent. Les enquêteurs ont découvert qu'il détournait les fonds de ses clients depuis plus de 6 ans, alimentant ses comptes suisses avec une régularité de métronome. Maman a disparu dans la nature. Après avoir passé 3 mois en détention provisoire, elle a été libérée sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Un matin de mars, les gendarmes ont trouvé sa maison de Villefranche-sur-Saône vide, ses affaires personnelles envolées. Selon mes dernières informations, elle vivrait chez un homme marié quelque part en Provence, mais la justice la retrouvera tôt ou tard. Les comptes suisses ont livré leurs secrets, et Marguerite Moreau figure désormais sur la liste des personnes recherchées par Interpol. Moi, j'ai récupéré mes 130 000 €. Dommages-intérêts, argent volé, plus les intérêts de retard. Maître Dubois s'est montré d'une efficacité redoutable, mettant sous séquestre tous les biens du couple criminel jusqu'au dernier centime. La maison familiale de Villefranche a été vendue aux enchères, les meubles de famille dispersés. Je n'ai voulu garder qu'une seule chose, la photo de papa sur son bureau.
celle où il sourit avec cette tendresse qu'il n'avait que pour moi. Au CHU de Lyon, j'ai repris mon poste d'infirmière en cardiologie. Mes collègues me regardent différemment maintenant. Plus de murmures dans les couloirs, plus de regards apitoyés. L'histoire s'est ébruitée, mais dans le bon sens cette fois. Élise, la fille qui a eu le courage de se battre contre sa propre mère. Madame le Prince m'a même proposé un poste de cadre de santé. J'ai décliné poliment. Pour l'instant, j'ai besoin de simplicité, de contact direct avec les patients, de cette humanité qui m'aide à cicatriser. Camille reste ma meilleure amie, plus complice que jamais. Je te l'avais dit, répète-t-elle avec cette pointe de fierté qu'ont les gens qui voient juste avant tout le monde. Nous déjeunons ensemble chaque mercredi au Café de la Paix, place Kléber, et elle m'aide à apprendre cette nouvelle liberté qu'est la vie de célibataire assumée. Le père Antoine vieillit doucement dans son presbytère. Je lui rends visite chaque dimanche après la messe, nous buvons le thé en évoquant Saint Paul et la résilience humaine. « Dieu vous a mené vers la vérité », me dit-il souvent. « Votre épreuve avait un sens. » Je ne suis pas certaine d'avoir la foi, mais sa sagesse me réconforte. Tante Sylvie est devenue ma nouvelle famille. Cette femme courageuse qui a risqué la colère familiale pour rétablir la vérité mérite toute mon affection. Nous déjeunons ensemble un dimanche sur 2 dans sa belle maison de Caluire et Cuire, et elle me raconte des anecdotes sur papa que maman avait soigneusement censurées. « Michel t'adorait », me répète-t-elle. « Il serait si fier de voir la femme que tu es devenue. » J'ai commencé une thérapie avec le docteur Lemoine, psychologue spécialisé dans les traumatismes familiaux. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard bienveillant, qui m'aide à dénouer les fils empoisonnés de mon enfance. « Vous n'étiez pas responsable de la toxicité de votre mère », me répète-t-elle patiemment. Un enfant n'a pas à protéger l'adulte qui devrait le protéger. Ces séances de 50 minutes dans son cabinet aux murs couleur lavande me permettent de comprendre les mécanismes de la manipulation, du chantage affectif, de cette dépendance malsaine que maman avait créée entre nous. Peu à peu, je me libère de cette culpabilité qui me rongeait. Et si j'avais été une meilleure fille? Et si j'avais mieux aimé maman? Il y a même un homme dans ma vie, Julien, kinésithérapeute au CHU, divorcé lui aussi, père d'une petite Léa de 8 ans qu'il élève seule depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une formation sur les troubles musculo-squelettiques, et notre relation naît doucement, sans précipitation. Il comprend mes blessures, respecte mes silences, et surtout, il ne cherche jamais à remplacer mes choix par les siens. « Tu es libre », me dit-il souvent en caressant mes cheveux roux. « C'est ça qui me plaît chez toi. Cette liberté que tu as conquise de haute lutte. Nous nous marierons peut-être un jour. » Julien parle d'une cérémonie simple, loin du faste et des conventions. Le père Antoine a déjà proposé d'officier. « Ce sera votre vraie première fois », sourit-il. Cette perspective ne m'angoisse plus. J'ai appris à faire confiance à mon instinct, à cette petite voix intérieure que maman avait si bien réussi à faire taire. Parfois, tard le soir, quand Lyon s'endort sous mes fenêtres, je repense à cette question que me posait souvent le docteur Lemoine au début de ma thérapie. Que feriez-vous si votre mère revenait, si elle vous demandait pardon? Aujourd'hui, je connais la réponse. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne regrette rien, qui ne reconnaît aucune faute. Marguerite Moreau n'est pas ma mère. Elle n'en a jamais été une. Une mère protège, encourage, aime sans condition. Elle a détruit, manipulé, trahi. Mon vrai pardon, je l'ai accordé à papa, pour avoir choisi la mort plutôt que la lutte, pour m'avoir laissé seule avec cette femme toxique. Je comprends maintenant qu'il n'avait plus la force de se battre, qu'il a préféré partir pour ne pas me voir grandir dans ce mensonge permanent. Et vous, à ma place, pourriez-vous pardonner à une mère qui a détruit votre vie par jalousie et manipulation? Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire et abonnez-vous pour plus de témoignages bouleversants qui prouvent que même les pires trahisons peuvent mener vers la liberté.